They didn't want me in. They would actually say, you're too close to the project. Oh, Puffy was there. I didn't know him. And he said, you're going to have to trust me. My mother used to tell me all the time, you need to stop telling people that you're going to be a big artist. I'm like, why? That's what I believe. This is what I think about myself. If I don't believe it, nobody else would. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'Usher. J'étais un peu lancée dans ma continuité par rapport à la vidéo que j'ai faite sur Justin et Usher. Je vous y renvoie d'ailleurs parce qu'on va vite fait aborder ce passage-là quand Usher est devenu le mentor de Justin, mais je vais pas m'étaler dessus vu que j'ai déjà fait une vidéo complète dessus. Du coup je me suis dit dans la foulée autant faire le portrait d'Usher, sa montée vers le succès, qui l'a formé, comment il en est arrivé là, patac ou fin. Donc écoutez, c'est parti. Commençons par le commencement. Usher Raymond, quatrième du nom, est né le 14 octobre 1978 à Dallas, au Texas, et ses parents, Johnetta et Raymond, se marient en 1977 et ils accueillent donc Usher l'année suivante. Usher va passer la majorité de son enfance dans le Tennessee, à Chattanooga, et son père quitte le foyer alors qu'il n'a qu'un an. Et là je suis un peu perdue parce que j'ai vu plusieurs sources différentes par rapport au fait que quand son père est parti, il les a laissés, lui, sa mère et son frère, tous les trois seuls. Or, dans plein d'autres articles que j'ai lus, on ne parle pas de ce frère. On parle par la suite de demi-frères. Donc je ne sais pas du coup qui a tort, qui a raison. Donc je ne sais pas si à ce moment-là, Usher a vraiment un frère ou pas. Je vous pose quand même là. Donc Johnetta se retrouve toute seule. Usher parle justement de cette période en disant que c'était des épreuves qui l'avaient finalement forgé et fait de lui un homme meilleur. Et comment également il a su éviter les vices auxquels succombent nombre d'artistes au sommet de leur gloire. Je le cite, « Mon père a commencé à se droguer très jeune. L'alcool et la toxicomanie ont causé sa mort. Il avait de nombreux problèmes qu'il n'a jamais affrontés. Malheureusement, cela a duré trop longtemps et lui a coûté la vie. » Du coup, Usher, il a retenu la leçon, il s'est tenu à l'écart des drogues dures, craignant de devenir comme son père. Il dit « J'avais peur d'un déséquilibre chimique qui pourrait déclencher quelque chose, alors je n'y arrivais pas. L'absence de mon père m'a donné envie d'être le meilleur père possible pour mon fils. Je ne voudrais pas que mon enfant vive ça, je ne voudrais ça pour aucun enfant. » Donc après le divorce de ses parents en 1979, Johnetta se remarie, elle épouse Terry Patton 2 ans plus tard, et durant leur union qui va durer environ 10 ans, ils vont accueillir un fils, James, qu'on surnomme J-Lac Laclais, en 1984. Donc Johnetta élève Usher et J-Lac à Chattanooga, comme je vous disais, donc dans le Tennessee, où elle dirigeait une chorale de jeunes à l'église et elle voit le talent de son fils, Usher. Mais ce don musical fut également transmis à son autre fils, J-Lac. D'ailleurs, Usher a exprimé la fierté qu'il éprouve envers son jeune frère. Il trouve que c'est également un très bon artiste. Donc, vous l'aurez compris, la mère d'Usher a un rôle clé d'entrée de jeu. Donc, guidé par elle, il se joint à la chorale locale dans une église chrétienne de Chattanooga à l'âge de 9 ans. Et pareil, là, les sources divergent. On dit que c'est sa mère qui a repéré son talent, quand d'autres sources disent que c'est sa grand-mère en fait qui a repéré le truc. Voilà quoi, je sais pas trop, ça dit l'un, ça dit l'autre. Mais ça n'enlève rien au fait que sa mère a quand même joué un rôle central dans sa vie pendant très longtemps. Elle l'a non seulement aidé dans ses décisions professionnelles, mais l'a également encouragé à exploiter pleinement son potentiel. Elle voulait aider son fils à devenir une star et a d'abord été son manager. Donc elle a vraiment drivé les débuts de sa carrière dans les années 90 et même début années 2000. Donc c'était vraiment, comme on peut dire, une manager. Et donc tout jeune, Usher va intégrer un boys band qui s'appelle New Beginning. Ils sont originaires du Tennessee. Usher était tout content d'avoir été accepté dans ce groupe. Il se produisait dans des écoles, entre autres. Mais Johnetta, pour elle, c'était pas suffisant. Son fils méritait une carrière solo. Du coup, elle a déménagé à Atlanta
avec ses 2 garçons. Décision que Usher n'a pas du tout compris sur le moment. Il dit: on avait un contrat avec une maison de disques, donc on avait de la musique et j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Elle me disait: non mon chéri, ton monde ne fait que commencer parce que tu es un artiste solo et il y a quelque chose d'incroyable en toi. Bon, il a quand même eu un petit peu de mal sur le moment à digérer le truc parce que pour lui sa mère venait juste de foutre sa carrière en l'air. Mais elle l'a rassuré, tout cela faisait partie de son plan. Elle lui a dit: on va trouver une solution, on va y arriver, je vais tout recommencer à zéro. Donc Usher dit: l'ambition qui m'a permis de devenir l'artiste que je suis aujourd'hui, je le dois avant tout à l'esprit de ma mère. Et une fois donc qu'ils sont installés à Atlanta, Usher va tenter sa chance dans l'émission Star Search, qui n'a que 13 ans. Et bien qu'il n'ait pas remporté l'émission, ça a quand même été un tremplin pour sa carrière, car durant son passage, il a établi le record de la note tenue le plus longtemps jamais chantée par un candidat, avec 12 secondes, ce qui lui a valu une reconnaissance suffisante pour décrocher un contrat avec un label. Et qui va rentrer en scène? C'est le label La Face Records, donc L.A. Reid, le fameux. Il a su reconnaître son talent, dit-il, dès sa première prestation. Il dit: il a vraiment charmé les femmes de mon bureau. Il le prend dans son label, il a un manager dédié d'office, mais Johnetta, la mère d'Usher, souhaitait continuer à participer aux discussions concernant sa carrière, et en 2020, justement, elle a confié savoir faire la part des choses entre sa relation avec Usher en tant que mère-fils et les aspects commerciaux de leur collaboration. Et donc, comme je vous dis, elle est restée inclue dans les décisions commerciales de son fils jusqu'à environ 2007. Mais donc là, retour en 1992. Usher donc est pris par le label, par La Face Records, et il doit faire un show, un espèce de show de présentation en fait pour tous les membres du label. Et là, il perd sa voix. Donc il a fait un show jugé lamentable. On a justement L.A. Reid qui en parle. Usher ne savait plus chanter. Je me disais: bon sang, où est passée sa voix? Qu'est-il arrivé à son timbre? Où sont passées sa puissance et son étendue vocale? Il avait tout perdu. Je voulais le virer, je voulais en finir avec lui. Je lui ai brisé le cœur, j'ai brisé le cœur de sa mère. Ce fut une période très difficile pour nous. Et puis Didi m'a dit: ne fais pas cette erreur, ne vends pas tes parts d'Usher. Il restera une star, il est tout ce que tu pensais qu'il était le jour où tu l'as signé. Donc c'est là qu'il envoie Usher vivre avec P. Diddy pendant 1 an à New York, afin que P. Diddy l'aide à gérer sa mue, parce qu'en fait c'était parce qu'il était en train de muer qu'il n'arrivait plus à chanter. Donc il l'envoie au Puffy Flavor Camp en 93, et dans ses mémoires de 2016, L.A. Reid confie qu'il cherchait justement un son plus audacieux pour Usher que seul P. Diddy pouvait lui apprendre. Et ça, c'était pour son premier single Call Me a Mac, sorti en 93. Maintenant que je réalise la traduction des paroles de cette chanson, je me dis que c'est complètement indécent de faire chanter un gamin de 13 ans ça. Call Me a Mac, appelle-moi un macro. Je viens de percuter. Bref, je le confiais au fêtard le plus déjanté du pays à un âge où je devais encore demander la permission à sa mère, poursuit L.A. Reid. Je ne savais pas si j'étais irresponsable ou si j'avais une révélation. Je n'en serais jamais sûre avant son retour. Donc malgré ses inquiétudes quant à cette décision, L.A. Reid a demandé à Diddy de prendre le jeune prodige sous son aile, espérant lui transmettre l'assurance hip-hop qui caractérisait l'époque. Effectivement, 13 ans, donc il fallait l'autorisation de sa mère pour qu'il aille crécher 1 an chez P. Diddy. Ils ont fini par convaincre sa mère, enfin la convaincre. Disons que selon ses propres mots à elle, elle a senti qu'ils étaient en train d'essayer de l'écarter de la vie de son fils, concrètement. Et surtout, Diddy lui a demandé de lui faire confiance et de le laisser partir seul. Pour le bien de la carrière de son fils, elle a accepté. Et Reid dit que Puffy avait fait exactement ce que je souhaitais pour Usher. Il a donné à ce gamin un son R&B teinté de hip-hop, plein d'une attitude de bad boy. Donc, mission accomplie. En 2016, lors de l'interview d'Howard Stern, il avait confié qu'il avait vu des choses assez dingues qu'il n'avait pas pleinement comprises à l'époque. Or, au moment de l'émission, il est père de 4 enfants à ce moment-là, et il a dit que pour lui, par contre, il était hors de question d'imaginer envoyer ses enfants là-bas. Et donc là, c'est la partie où forcément on s'interroge, qu'est-ce qu'il s'est passé avec P. Diddy, ou pas que lui, pendant 1 an.
Bon, Usher n'a jamais rien dit, à part juste ça, qu'il a vu le style de vie. Il y a autre chose qui a fait relever l'attention plus tard, à cause d'une autre interview, vous allez comprendre pourquoi. On a la co-animatrice d'Howard Stern qui lui demande si, pendant son séjour chez Diddy, s'il y a une femme, en gros, qui est venue le voir pour... voilà quoi, elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase parce que Usher l'a stoppé net. Il a dit « Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il se passait des choses très étranges et que je ne les comprenais pas forcément. » So nobody tried to, you know, some woman didn't come along. I didn't say that. Okay. I didn't say that. What I did say is that there were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand. Ça, c'était un peu resté dans un coin de nos têtes, comme je vous dis, mais là, en 2025, donc il n'y a pas très longtemps, hein, l'an dernier, il a donné une interview sur le podcast de Keke Palmer. Elle lui a posé une question sur son premier baiser, et sa réponse, du coup, a été tellement étrange qu'on a repensé à ce qu'il avait dit à l'émission d'Howard Stern. Donc, quand Keke lui demande « Quel âge avais-tu lors de ton premier baiser et avec qui c'était ?», Usher répond « Quel âge avais-je lors de mon premier baiser celui que j'avais réellement voulu donner. Tu sais, j'en ai eu, il y en a eu quelques-uns, tu vois. » Et du coup, l'animatrice, très bonne animatrice du coup, elle a vu qu'il y avait un malaise, donc elle a vite changé de sujet. Elle a dit « Ok, tu sais quoi, on s'en fout, cette question est nulle. Ta chanson préférée de tous les temps, c'est laquelle ?» Elle a perçu un malaise, et les gens également l'ont perçu, parce que de dire « J'en ai eu quelques-uns, donc mon premier baiser, celui que j'ai voulu donner », comparé avec ce qu'il avait dit à l'émission d'Howard Stern 9 ans plus tôt, quand l'animatrice lui a dit « Est-ce que des femmes sont venues te voir ?» et tout, il a dit « Non, j'ai pas dit ça, j'ai juste dit que j'ai vu des choses. » Donc comment vous dire que là, pour certains, le raccourci, il a été vite fait, quoi. Usher, en gros, il aurait pas été consentant pour son premier baiser. Est-ce que du coup, des femmes plus âgées, hein, why not, seraient venues profiter d'un gamin de 13-14 ans. Après, Usher, lui, comme je vous dis, il n'a pas dit grand chose de plus par rapport à son année passée avec P. Diddy, mais les relations qu'il a eues avec lui par la suite, il y a des gens quand même qui ont parlé, qui ont pris la parole, notamment ce fameux ancien garde du corps de P. Diddy, Gene Deal, qui a raconté des choses assez troublantes, hein. Lui, il a quand même pas mal balancé sur son ex-patron. Et lui, il a raconté que, bon, il en a vu des vertes et des pas mûres, hein, au service de Diddy. Et il raconte deux choses particulières. C'est vraiment les deux choses que j'ai le plus retenues. Et c'est les deux choses qui reviennent le plus souvent dans ce qu'il raconte. Deux événements. L'un où il disait qu'en gros, chez P. Diddy, c'était un peu... ça faisait ses petites affaires, quoi, un petit peu partout. Et que, à un moment donné, Diddy était avec une fille en train de faire des choses de manière orale, si vous voyez ce que je veux dire, dans une chambre. Usher est arrivé. Il y avait Gene Deal, il lui a dit qu'est-ce que tu veux et tout. Diddy il est occupé. Et là, quand la fille est sortie, Gene Deal lui avait dit juste avant, il a fait une gâterie à Diddy. Et Usher, il est quand même venu embrasser la fille à pleine bouche. Gene Deal a trouvé ça bizarre. Je sais pas si vous la partagez cette fille ou quoi. Enfin, je viens de te dire qu'elle est en train de faire ça à Diddy et toi tu viens, tu l'embrasses à pleine bouche. Bon, je sais pas ce que ça veut vouloir dire concrètement. Je sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Je trouve pas le truc le plus intéressant à raconter. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il a raconté. Il le dit clairement, hein. Demandez à la mère d'Usher pourquoi son fils s'est retrouvé à l'hôpital quand il séjournait chez Diddy. Et il a jamais voulu plus détailler. Looking at this lawsuit, right, Lil Ron, he alleges that, Diddy told him personally that he had sex with Usher. And when you look at the lawsuit, even though they got Usher's name redacted, you could tell who it is because they describe him as the guy that performed at the Super Bowl. Right. So, we all know who that is, but how you feel about that, man? I know, and people know, there was around in that time, Puff and Usher did have a situation. And that situation led Usher to the hospital. Now, I let Usher explain that to y'all. I let Usher tell that story. And the hospital was in Scarsdale, New York. Bon, Johnetta n'a jamais parlé de ça. Je pense qu'elle ne veut pas. Si c'est vrai, je pense qu'elle ne veut pas. En même temps, c'est très personnel. Hein. Mais je vous le pose là. Hein. Voilà, quand je vous fais des vidéos, j'essaie vraiment de vous dire tout ce que j'ai pu trouver. Donc, c'est quelque chose qui revient sans cesse. Quand on parle d'Usher à Gene Deal, il parle de l'épisode où sa mère est arrivée parce que Diddy avait envoyé Usher à l'hôpital. Donc voilà pour la partie un peu floue sur Diddy et Usher. Poursuivons. Usher sort donc son premier album éponyme en 1994, et bien qu'il n'ait pas connu un très gros succès,
il a quand même posé les bases de sa future carrière. Et on aura surtout Confessions qui sortira en 2004 et qui est considéré comme l'un des plus grands succès d'Usher. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires aux States dès sa première semaine et il aurait généré 15 millions de dollars de recettes en 2006. Il a remporté également un Grammy Award du meilleur album contemporain et encore aujourd'hui, tout le monde adore les titres d'Usher, surtout Yeah ainsi que My Boo avec Alicia Keys. Et côté sentimental, c'est à cette période-là qu'il va commencer à fréquenter Chili, la chanteuse du groupe TLC, qu'on voit justement dans le clip You Got It Bad. Alors apparemment, elle a été dans d'autres clips, hein. Elle était dans You Remind Me, également You Don't Have to Call. Ça, j'avoue que je m'en souviens pas du tout. Et que raconte Usher par rapport à cette idylle? Il dit « J'ai eu mon lot d'aventures et d'expériences torrides avec les femmes, mais ma rencontre avec Chili a été différente. C'était la première fois que je subissais la présence incessante des paparazzi devant chez moi. » Donc sous-entendu, ça a été une relation très médiatisée. D'ailleurs, c'est un peu ce qui ressort dans le clip You Got It Bad. Donc leur relation a quand même duré de 2001 à 2004. Ça a marqué un tournant dans l'image publique d'Usher. À l'époque, il était fier de leur complicité et il souhaitait que le monde entier voie leur amour, donc il ne la cachait pas du tout. Mais justement, comme il le disait avant, il était déjà poursuivi par les paparazzi. Son idylle, elle était sous le feu des projecteurs. Forcément, ça a eu des conséquences sur son couple. L'attention médiatique constante a pesé lourdement sur eux deux et finalement donc ils ont rompu. Sachez que cette relation avec Chili, elle va faire énormément parler bien encore des années plus tard parce que Usher va se marier plusieurs fois. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait encore des fans qui se rendaient compte que dans les paroles de certaines chansons, il parlait encore de Chili. D'ailleurs, beaucoup ont trouvé ça irrespectueux. Certains disaient, bon, passe à autre chose, quoi. C'était il y a tellement longtemps, tu parles plus d'elle que de ta femme, donc faut évoluer, quoi. Vous étiez des gosses à cette époque-là. Et puis surtout, Chili également, de son côté, était à nouveau en couple. Bref. Avec le recul, Usher dit quand même que leur relation a coïncidé avec la fin d'une époque. Il dit, je n'avais pas à subir les commentaires et les critiques d'inconnus sur ma vie sur les réseaux sociaux, mais je savais que ça allait changer. Les réseaux sociaux allaient bientôt arriver, donc là c'était, si vous voulez, que la presse qui en parlait, pas encore les réseaux sociaux. Donc la rupture a été particulièrement douloureuse pour Usher, qui a révélé avoir demandé Chili en mariage. Il dit, je voulais l'épouser, je l'ai demandé en mariage et elle a dit non. J'ai beaucoup souffert après ça, je n'avais plus confiance en les femmes et je ne voulais plus m'ouvrir. Chili, de son côté, dans sa propre réflexion sur la fin de cette relation, elle insiste sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'infidélité, comme on a pu l'entendre, mais plutôt d'un conflit de valeurs. Et elle dit, avoir une bonne alchimie au travail ne signifie pas qu'elle fonctionne aussi dans la vie privée. Quand on travaillait ensemble, c'était génial, mais en dehors, on est différents. Elle précise par ailleurs que Usher ne l'a jamais trompée pendant leur relation. Donc, comme je vous disais, rupture très médiatisée, la fin d'une ère, le début d'une nouvelle qui s'annonce. Eh bien, Usher va quand même se mettre en couple avec la styliste Tameka Foster en 2005 et ils vont se marier 2 ans plus tard. Ils auront ensemble 2 enfants et Tameka de son côté en a déjà 3 d'une précédente union et Usher très content, très heureux de sa relation. Il en a parlé en 2009 sur ABC. Il dit, quand je suis devenu mari, je suis devenu un homme formidable. Tout le monde sait ce que j'étais avant, maintenant je suis un homme intègre. Donc comme je vous dis, ils ont eu 2 enfants, 2 fils, Usher Finko, 5e du nom, né en 2007, et Navid, j'espère que je prononce bien, désolé, Eli, né en 2008. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, à la naissance de son premier garçon, que Usher, donc on est en 2007, veut retrouver son père pour renouer des liens avec lui. Maintenant qu'il est père à son tour, il veut revoir son père. Mais il y a une personne qui s'oppose à ces retrouvailles, c'est sa mère, Jonetta. Alors Usher a dit, elle n'a jamais voulu que je rencontre mon père, mais en tant qu'homme, je devais prendre ma propre décision. Et s'il était mort et que je n'avais jamais eu la chance de le rencontrer. Donc il a décidé de mettre son ressentiment de côté, parce que quand même il en avait. Et il a admis, j'étais heureux de l'avoir fait, heureux d'avoir enfin tourné la page, heureux de lui avoir pardonné son absence et de savoir qu'il m'aimait
vraiment. Malheureusement, ces retrouvailles furent de courte durée car son père était hospitalisé pour une insuffisance hépatique. Usher a d'ailleurs financé la transplantation hépatique de son père, mais il a souffert de complications pendant l'opération et il est tombé dans le coma. Et Usher dit: le plus dur dans cette histoire, c'est que pendant qu'on prenait la décision cruciale de sauver mon père, de le débrancher de l'assistance respiratoire, mon fils venait de naître à l'autre bout de la ville. Je me souviens avoir montré une photo de mon fils à mon père inconscient en lui disant: regarde, c'est Usher, c'est notre histoire. Il dit: je ne juge pas mon père car je lui ai pardonné tout ce qu'il a pu faire pour me blesser involontairement. Conclusion triste mais belle conclusion quand même avant qu'il ne soit trop tard. Bon, son père est décédé. Donc après cette épreuve, ça va s'enchaîner, ça va pas s'arrêter là. Il va en affronter une autre, la séparation d'avec sa femme en 2009, qui va marquer le début d'une bataille acharnée pour la garde des enfants. Sa future ex-femme affirme qu'Usher l'a trompé et qu'il était absent de la vie de leurs enfants, chose qui va faire monter en l'air Usher parce que justement, il dit que non trop pas. Être absent parce que je devais aller travailler, c'est peut-être une façon de voir les choses, mais non, je ne suis absolument pas un père absent. Être père, papa, pour ma famille et ma femme, c'est la chose la plus incroyable au monde. Bon, leur bataille pour la garde des enfants s'est finalement conclue en 2012 lorsqu'un juge a accordé à Usher la garde principale et malgré une séparation mouvementée, Usher a confié ne rien regretter de son mariage avec son ex. Il dit: je considère mon mariage comme l'un des moments les plus sincères de ma vie. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et nous avons refait notre vie et nous sommes aujourd'hui heureux. Alors, c'était pas fini, parce qu'en plein pendant tout ça, Usher a dû également relever un défi en tant que père lorsque son fils Finko a été diagnostiqué diabétique de type 1 et alors que lui et son ex-femme étaient justement en plein conflit, c'était avant que le divorce soit prononcé. Bon, là quand même ils ont mis un petit peu leurs différends de côté, ils se sont rapprochés pour le bien et la santé de leur fils. Il dit: le manque de communication est le terreau des problèmes, il faut absolument trouver les moyens et la possibilité de réunir les parties prenantes. L'endocrinologue de notre enfant est un point d'accord. Et dans tout ça, en même temps, l'année où il divorce, il devient également le mentor de Justin Bieber. Bon, je vais pas m'étaler dessus. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Et côté vie perso, il se remet avec quelqu'un, Grace Miguel. Le couple commence à se fréquenter peu après la séparation d'Usher avec Tameka Foster en 2009 et pendant des années, Grace a été à la fois sa petite amie et la manager de sa carrière. Il avait dit: j'ai une partenaire et une manager incroyable. Elle m'a soutenue dans les moments les plus difficiles de ma vie et de ma carrière. Ils se sont mariés d'ailleurs en 2015 lors d'une cérémonie privée à Cuba. Mais je suis obligée de dire entre-temps parce qu'il se passe beaucoup de choses. L'année où le divorce a été prononcé avec son ex-femme, 2012. Je vous disais, entre-temps, avant ça, il y a eu son fils, donc qui a eu un problème de diabète et tout, mais je vous avais dit que son ex-femme, elle avait 3 fils que Usher a en partie élevés, vu qu'ils étaient mariés. Eh bien, l'un de ses beaux-fils, Kyle Glover, âgé de 11 ans seulement, a été tué lors d'un accident mortel de jet ski. Il était percuté au lac Lanier. En fait, il était tracté sur une bouée avec une jeune fille de 15 ans quand un homme en jet ski les a percutés. Il est décédé. Bon, le type en question, il a été reconnu coupable d'homicide involontaire, pour info, en 2014, et il a été condamné à 4 ans de prison. Cette tragédie a profondément affecté Usher. Normal, il était très proche de ce petit. Il a partagé sa peine sur Instagram le jour où son beau-fils aurait eu 16 ans. En écrivant: depuis ton départ, je ne suis plus tout à fait le même. Je me demande si je te manque, si je te rends fier. Je sais que tu veilles sur moi. Je sens ta présence. Je te sens près de moi. Joyeux 16e anniversaire, Kyle, tu nous manques. Et la douillée, pendant ces quelques années-là, je vous dis. Donc, on arrive en 2018. C'est pas fini, malheureusement. Il se sépare de Grace Miguel parce que, apparemment, une source confie, Grace voulait vraiment des enfants et Usher n'était pas forcément ouvert à cette idée. Grace, de son côté, elle ne pouvait pas concevoir en raison de son âge, et Usher, il n'était pas disposé à explorer d'autres options. Donc voilà, c'était par la voie naturelle ou rien du tout, en gros. Il divorce en 2018, et là, l'année suivante, il se remet en selle. Il commence à fréquenter Jen, alors attendez, Goicoechea, toute
Mais s'excuse pour la prononciation. Et ils accueillent leur premier enfant ensemble, une fille prénommée Sovereign Beau en 2020, puis un fils, Sir Castrello, l'année suivante. Je vous cache pas que quand j'ai lu ça, je me suis quand même dit toutes mes pensées vont à cette pauvre Grace qui en voulait, lui non, pour finalement en faire 2 coup sur coup 2 ans plus tard. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez sûrement me dire oui mais non, elle pouvait pas en avoir, lui c'était la voie naturelle ou pas, puis de toute façon il était pas très chaud, je sais pas. Franchement sur ce coup-là, je me suis dit, je sais pas comment elle a dû prendre la nouvelle, cette Grace, mais ça va faire mal quand même. Désolée, c'était ma petite parenthèse compassion, parce que j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, ça a dû faire mal à Grace. Et ça s'arrête pas là, hein. Il était très content d'avoir ses enfants, donc il avait même préparé des playlists, hein, comme il le rapporte, pour les naissances, afin d'immortaliser ces moments. Et dans l'émission du Ellen DeGeneres Show, il a raconté comment la chanson In the Club de 50 Cent passait à la naissance de Sir, transformant la salle d'accouchement en une véritable fête de boîte de nuit. Bon, sa femme Jane Jen connaît bien le monde du spectacle apparemment, car elle est originaire de Miami et elle a grandi aux côtés de sa mère, qui est une ancienne directrice des opérations d'une société de production événementielle. Et elle est devenue ensuite l'assistante de la chanteuse Ciara, et c'est ainsi qu'elle a du coup croisé Usher. Bon, depuis le couple file le parfait amour, on arrive en 2021, où là, Usher s'installe sur le strip de Las Vegas pour débuter son règne. Il va faire une résidence au Caesars Palace avant de déménager au MGM Park en 2022 où son spectacle affiche complet sans interruption. Donc les 100 représentations ont été un véritable festival de ses plus grands succès comme on pouvait s'y attendre, hein. Et la résidence a pris fin en décembre 2023. On a vu justement une vidéo de ce final où il était submergé par l'émotion en interprétant Without You, sa collaboration avec David Guetta, et il a lancé à ses fans « Que Dieu vous bénisse, je vous aime ». Alors ce spectacle, c'était quand même un rêve de longue date pour Usher. Il avait d'ailleurs republié une vidéo d'une interview de 2004 où il évoquait son avenir à Las Vegas, déjà à l'époque, donc presque 20 ans plus tôt, 18 ans plus tôt. Dans la vidéo, le journaliste lui demandait « Promets-moi que tu ne deviendras jamais résident à Las Vegas dans 20 ans ». Et Usher avait répondu « Je ne peux pas te le promettre ». Et donc là, il avait tweeté « Je l'avais déjà vu et regardez-moi maintenant ». Oui, il y a 20 ans, faire une résidence à Vegas, c'était un peu ringard. Pardon Céline Dion, mais c'était un peu Céline Dion qu'on voyait à Vegas, quoi, bien qu'elle a beaucoup de succès, hein. C'était un peu poussiéreux, et je vous ai expliqué justement dans la vidéo, une des vidéos sur Britney, le complot Spears, je crois, je vous ai justement raconté la genèse des résidences à Las Vegas. Cette vidéo elle est intéressante parce qu'elle ne concerne pas que Britney Spears, elle concerne également tout le micmac qu'il y a eu autour d'elle pour justement dépoussiérer Vegas et en faire une scène musicale incontournable. Et Britney a été le fer de lance en fait de ce phénomène, et la preuve en est, hein, dès qu'elle a fait Piece of Me, après ça n'a pas arrêté. Plein d'artistes ont fait des résidences à Vegas. Je ferme la parenthèse, mais si jamais ça vous intéresse, ces histoires de contrats, d'industrie musicale, de show et tout, ma vidéo est assez complète sur Britney. Donc il avait évoqué sa vision de Las Vegas dans une interview en 2023. Il avait dit « Je voulais vraiment offrir aux femmes une perspective réjouissante. Elles ont économisé toute l'année et ont enfin réussi à s'évader de leurs enfants ou de leurs problèmes. » Ensuite, il dévoile son nouveau single « Glue » et il laisse courir le bruit qu'il va sortir un nouvel album et qu'il s'apprête à entamer une nouvelle ère. Donc là, sa nouvelle mission, sa nouvelle ambition, c'est de rendre le genre musical R&B, qui est déjà très populaire, encore plus accessible. Dans un portrait justement de lui qu'il y a eu pour GQ, il a révélé avoir renoué avec son ami de longue date, le producteur L.A. Reid, en 2021. Il s'était brouillé en fait à l'époque de Confessions. Voilà. Donc là, la boucle est bouclée, hein, finalement ils reviennent ensemble. L.A. Reid avait déclaré « On aurait dit que c'était spontané, mais je suis persuadée que c'était aussi prémédité ». Et donc c'est quoi leur grand projet ? C'est de lancer un nouveau label
ensemble, avec Usher donc comme premier artiste signé. Et Usher déclare son système, donc le système d'L.A. Reid, a créé cette attente pour moi en tant que jeune artiste. Alors maintenant, près de 25 ans plus tard, nous nous sentons inspirés pour aller de l'avant et aider d'autres artistes à se faire connaître. Bon, en tout cas, comme promis, comme annoncé, il sort un nouvel album en 2024 qui s'appelle Coming Home et qui est donc son 9e album et qui marque son grand comeback. Et là, grande consécration, il fait le Super Bowl le 11 février 2024. Donc c'est la tête d'affiche, un rêve également de longue date pour lui. Il espérait offrir au public un spectacle épique, rempli de tubes que les fans chantent depuis des décennies maintenant. Il dit: c'est un rêve que je caresse depuis longtemps, un truc que je voulais absolument faire. On dit souvent Oscar, Tony, Grammy, Emmy, il faudrait ajouter le Super Bowl à la liste, non? Donc il a fait une prestation de 13 minutes qui a réjoui les fans de tous âges et il a admis qu'il n'aurait pas pu y arriver sans l'aide de ses fils qui ont apporté leur contribution au spectacle. Et dans une interview à Vogue, il a expliqué s'être inspiré d'artistes noirs légendaires comme Prince et Michael Jackson pour préparer ce grand retour. Je m'adresse littéralement à chaque femme et je veux que ce soit ressenti ainsi. Donc voilà, 2024, le Super Bowl, année où il a également fait campagne pour Kim Kardashian. Oui, il a posé pour sa ligne de sous-vêtements Skims. Et l'année suivante, en 2025, P. Diddy est derrière les barreaux, enfin. Et là, il y a Usher qui donne une interview. Il donne son avis en fait sur l'image et l'influence de Diddy, en disant que Diddy en fait a été déformé suite aux nombreuses accusations d'agression portées contre lui, et il a préféré mettre l'accent sur son impact en tant qu'entrepreneur. Je n'ai rien de négatif à dire sur Sean Combs car mon expérience est différente de ce que le monde a vu et de la façon dont il a été dépeint. Donc il décrit Diddy comme un mentor qui lui a tout appris sur l'industrie musicale et il a affirmé qu'il avait ouvert la voie à d'autres artistes entrepreneurs. Je ne prétends pas que quiconque soit parfait, je ne dis pas que nous sommes tous sans défaut, mais je ne peux en toute humanité nier la contribution inestimable de cet homme à nous, entrepreneurs noirs, hommes d'affaires et à tous ceux qui transforment la culture et les idées en réalité concrètes et en entreprise. Tant de personnes ont bénéficié de son œuvre et je le reconnais. Et là, dernière news, en avril 2026, il annonce une tournée avec Chris Brown. Quel bon choix. Alors, comment vous dire? Son avis sur P. Diddy, je le comprends. Si on devait faire la part des choses, séparer l'artiste de l'homme, séparer l'homme d'affaires de l'homme, oui, on peut trouver des qualités, même si apparemment travailler pour Diddy c'était un cauchemar, d'après ce qu'on a entendu lors du procès. Il a fait avancer la cause des hommes noirs dans l'industrie musicale, tout ça. Enfin, c'est pas le seul, homme noir, entrepreneur dans l'industrie musicale. Donc oui, Bad Boy, c'était quelque chose d'incontournable, on va pas non plus cracher là-dessus, c'est vrai. Mais s'il n'avait pas été là, il y en aurait eu un autre. Il n'a pas, si vous voulez, révolutionné, je trouve, le genre, quoi. Il n'y avait pas vraiment besoin de lui. Je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais perso, quand je pense à tous les artistes noirs que j'écoute, c'est pas Diddy qui me sort tout de suite en premier dans la tête, quoi. Pour moi, Diddy, ça a toujours été un peu strass et paillettes, fête et champagne, je me la raconte avec un air de bad boy, mais j'avais bien aimé justement ce que j'avais entendu dans le documentaire de 50 Cent. Qu'est-ce qu'il avait dit, son ancien collaborateur, là, que c'était un gangster de bureau, un truc comme ça. Et bad boy de rien du tout, quoi. Bon, après, oui, c'est un homme d'affaires, etc. Moi, j'aime beaucoup, vous le savez, je suis admirative des gens qui entreprennent beaucoup de choses. Mais comment vous dire que Diddy... D'ordinaire, j'arrive à séparer l'homme de l'artiste. Mais il y a des profils qui passent pas, en fait, si vous voulez. Moi, quand j'ai entendu le témoignage de Cassie, ça m'a retourné les boyaux, donc à partir de là, je m'en fous, personnellement, de ce qu'il a pu faire de bien dans sa vie. Là, c'était trop pour moi. Après, oui, je peux comprendre, peut-être qu'il a fait des choses bien pour certaines personnes et qu'ils ont su, eux, faire la part des choses, comme Cassie, qui continue à dire que oui, mais il m'a fait ça, mais je l'aimais, elle n'en démord pas, elle l'a dit. Oui, elle a sûrement réussi à se faire aimer en parallèle. Bon, je vais me taire, je vais arrêter de digresser, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse là et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao.
Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like